La diversité, en fait, comment peut-on la renforcer au quotidien? C'est le titre de cette rencontre qu'on vous propose. Et sans plus tarder, peut-être je vais appeler Antoine Lombard à venir ouvrir un peu cette réflexion. Donc Antoine Lombard, vous êtes chef de projet Trame verte et bleue au ministère de la Transition écologique et solidaire, donc non loin d'ici, hein, juste à côté. Et vous appartenez donc à la direction de l'eau et de la biodiversité, bureau de la politique de la biodiversité. Alors, ce que je vous ai demandé, parce que c'est toujours un petit peu le parti pris de ces entretiens Albert Kahn, c'est de répondre à une commande qui n'est jamais très évidente, parce que très souvent, je veux que le sujet soit embrassé de manière très large et à la fois de manière très synthétique dans le temps. Donc là, vous allez nous proposer un peu un panorama de la biodiversité dans le monde, vu par la politique publique. Et puis, nous cheminerons un peu plus loin avec d'autres intervenants sur ce même sujet. À vous la parole. Oui, tout à fait. Alors, je vous remercie. Donc, effectivement, je vais partir du très global, enfin, et au fur et à mesure, ça va être un peu plus appliqué. Donc, et pour commencer, simplement au niveau international. Alors, je rappelle juste le terme biodiversité hein, en 2 secondes. La biodiversité, c'est l'ensemble de la diversité du vivant, de l'échelle des écosystèmes jusqu'à l'échelle, en passant par l'échelle des espèces, l'approche spécifique, et jusqu'à la diversité génétique au sein de ces espèces. Donc c'est l'ensemble des enjeux de biodiversité. Et vous avez certainement entendu parler qu'on considère qu'on est dans un rythme aujourd'hui d'extinction qui n'a jamais été connu, même lors des crises précédentes antérieures. Et on parle donc de 6e extinction de la biodiversité. Alors qu'est-ce qu'on en sait? Ce qui me paraissait intéressant, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on en sait, au juste comment on le sait. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on sait sur les espèces? Là, juste un petit tableau qui fait référence au nombre d'espèces connues et au nombre d'espèces qui sont estimées. Alors, on n'en sait trop rien en réalité, mais on considère qu'on a décrit aujourd'hui 1,4 million d'espèces et qu'il en existe probablement 11 millions. On a décrit les espèces les plus faciles à voir, hein, en gros. Beaucoup d'espèces qui sont beaucoup plus difficiles à identifier. Donc ça, c'est le premier élément de travailler sur les espèces qui va permettre de suivre un peu l'état de la biodiversité. C'est aussi les écosystèmes qui vont être suivis, alors souvent à partir d'analyses aériennes, hein, à grande échelle. Ici, vous avez une carte qui traite de la question de la déforestation dans le monde. Je vais faire de la publicité pour une ONG en fait. Donc l'Union, alors c'est l'Union en fait internationale pour la conservation de la nature. C'est une des premières ONG qui a été fondée sur la conservation de la nature et en particulier sur sa connaissance sur des bases vraiment scientifiques très robustes. Et elle compte aujourd'hui à peu près 1300 organisations membres. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'États qui sont membres, dont la France. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de rassembler vraiment toutes les forces vives au sein de cette ONG. Et cette ONG est en particulier connue pour sa liste rouge. Vous avez certainement entendu parler donc des listes rouges. Et ces listes rouges, en fait, l'objectif, c'est d'estimer le risque d'extinction d'une espèce. On regarde une espèce. À partir de données, il faut un certain nombre de données, même un lot de données représentatifs suffisamment récents, et on estime globalement le risque d'extinction dans les années à venir, en prenant comme référence les 10 années précédentes. Et voilà, on estime, c'est toujours des estimations, pour les amphibiens, il y a 40% d'espèces qui sont menacées, pour les mammifères, 25%, etc. On classe en fait ces espèces
Alors, il y a différents classements, mais enfin, en gros, de least concerned, donc les espèces en réalité qui ne sont pas franchement menacées, jusqu'à éteintes, évidemment. Et généralement, alors, une espèce commence à être menacée à partir du moment où elle est vulnérable. Et lorsqu'elle est en danger critique d'extinction, là, c'est que vraiment, on n'est pas loin de son extinction, en tout cas dans la nature. Et ensuite, une catégorie éteintes, espèces éteintes dans la nature, mais généralement, dans ce cas-là, c'est qu'elles sont cultivées ou qu'elles existent dans des eaux. Voilà, donc quelques exemples, je vais très rapidement. Bon, ce sont des exemples exotiques, là, que vous avez, d'espèces. Un autre, alors qui est basé aussi un petit peu sur les mêmes travaux sur les espèces, mais aussi sur les écosystèmes, c'est les points chauds de la biodiversité mondiale, qui est aussi un travail qui a été réalisé par l'UICN. Alors là, en fait, ce qu'on appelle les points chauds, ce sont les secteurs à très forte richesse en termes de biodiversité et qui sont très fortement menacés ou subissent des pressions importantes. Et on remarque que la zone méditerranéenne est quasiment entièrement incluse dans les points chauds de biodiversité mondiale. Un petit clin d'œil pour vous dire simplement que vous allez entendre parler de l'UICN de l'année prochaine, puisque le Congrès mondial de la nature de l'UICN, qui est un grand rassemblement, se déroule à Marseille en fin de printemps prochain. D'autres initiatives, alors ça, cette fois-ci, c'est une convention internationale, la Convention sur la diversité biologique, alors qui a été adoptée au sommet de la Terre de Rio, que vous devez connaître, je pense, et dont également, donc il y a une conférence des parties l'année prochaine qui se tiendra juste après le congrès de l'UICN, qui est en Chine. Et alors pour faire très court, cette convention, en fait, elle est presque tous les pays l'ont ratifiée, donc elle est engageante, et sa déclinaison principale, ce sont des stratégies pour la biodiversité, et en France, on a fait une déclinaison, qui est la stratégie pour la biodiversité. Après, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres stratégies plus spécifiques dans le cadre de cette convention-là. Également, qui est devenue un peu incontournable, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc ça, c'est un travail qui est... c'est l'équivalent du GIEC sur le changement climatique qui a été installé il y a quelques années, assez récemment, et qui a permis... donc ce sont des scientifiques, des experts qui se réunissent un petit peu de partout à travers le monde pour travailler sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques. Alors je ne sais pas si ça vous parle, on en reparle, je développe peut-être pas là, on en reparlera si vous le souhaitez. C'est les services rendus en fait par la biodiversité, qui sont très divers et variés. Et ce travail a permis, en fait, de confirmer quelque chose qu'on savait à peu près. Ce sont les causes majeures de l'érosion de la biodiversité, qui sont d'une part le changement d'affectation des sols, notamment la déforestation, notamment l'urbanisation, la surexploitation des ressources naturelles, le changement climatique, les diverses sources de pollution et les espèces exotiques envahissantes. Alors très rapide, il faut avoir des données en fait pour pouvoir analyser. Donc ça, c'est simplement une initiative qui rassemble les données sur les espèces, pas que les espèces en fait, mais principalement sur les espèces à travers le monde. Donc là, vous avez l'exemple, vous avez reconnu Vulpes vulpes, donc le renard roux. Et ça, voilà, les données restituées à travers le monde. Il n'est pas indigène partout, évidemment. Donc là, j'étais au niveau mondial, à l'échelle européenne. Rapidement, on a deux organisations européennes, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, l'Union européenne en réalité. Le Conseil de l'Europe est un peu plus large et il a une convention qui s'appelle la Convention de Berne et qui est aussi, alors c'est la principale convention, il y en a d'autres. La Convention de Berne porte sur la conservation de la nature. Et puis au niveau européen, on a deux directives que vous connaissez, peut-être pas, la directive oiseaux, la plus ancienne, et puis la directive Habitat Faune Flore, qui est
connu en particulier pour sa déclinaison à travers le réseau Natura 2000. Donc un réseau d'espaces, on va dire, semi-protégés, qui couvre une partie importante du territoire français désormais. À l'échelle nationale, je vous mentionne juste 4 grands principaux opérateurs nationaux, avec notamment l'Agence française pour la biodiversité, qui va bientôt devenir l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle, qui travaille beaucoup avec l'AFB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui est également là, plus sur l'aspect recherche. En France, il y a 2 aspects marquants en fait, sur la biodiversité en termes réglementaires, en termes de loi. La première loi de 1976, c'était une loi vraiment importante pour l'époque, puisqu'elle a vraiment institué finalement pratiquement tout ce que l'on connaît en termes de protection de la nature, en termes d'aires protégées, espèces protégées, etc., études d'impact. Et donc une deuxième loi qui est parue en 2016 et qui vient conforter, toiletter, renforcer cette loi, notamment sur les ressources génétiques. C'était le parent pauvre avant de la politique en France. Et puis enfin, dans l'actualité un petit peu plus nationale, la plus récente, en 2018, donc le gouvernement, là c'est un plan intergouvernemental, enfin gouvernemental plutôt, interministériel, le plan biodiversité donc, a été adopté en juillet 2018. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a près de 100 actions dedans, mais il porte en particulier sur l'artificialisation des sols avec l'objectif d'arrêter finalement l'artificialisation nette en France, sur les pollutions plastiques qui sont un enjeu très important, en particulier en mer. Je pense que vous avez entendu parler de ces mers de déchets plastiques, et les aires protégées pour relancer en fait la stratégie de création des aires protégées. Après, c'est pas moi, c'est plutôt Gilles et puis les intervenants suivants qui vont venir parler de choses un petit peu plus sur le terrain, mais les déclinaisons sont diverses et variées, notamment d'associations et de collectivités pour la prise en compte de la biodiversité autour de chez soi. Et c'est un enjeu de tout le monde et de partout en fait sur le territoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a déjà juste des questions très brûlantes pour Antoine? Parce qu'on a prévu plusieurs interventions et peut-être un temps de questions après la 3e intervention. Mais est-ce que vous avez un besoin de clarification par rapport à ce qui a été dit? On reviendra dessus. Alors, je vais passer la parole à Gilles Lecuir. Merci beaucoup, Antoine Lombard. Et donc, alors Gilles Lecuir, vous êtes chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Et donc, vous êtes un expert donc, à ce titre des politiques publiques relatives à la nature en ville. Et également, vous animez le concours national Capitale française de la biodiversité. Et je crois que c'est à ce titre que vous collaborez, vous travaillez régulièrement ensemble, de ce que j'ai compris avec Antoine. Entre autres. Voilà. Alors Gilles, à vous peut-être pour continuer un peu ce panorama des enjeux de la biodiversité. Merci beaucoup. Alors la biodiversité, c'est un concept d'abord, et c'est un mot qui recouvre en réalité d'abord des interactions entre des êtres vivants et un environnement qui peut être vivant ou non vivant. Pensez à l'eau, aux rochers. C'est un environnement non vivant, mais avec lequel interagissent des êtres vivants. Et il y a 3 concepts clés. La diversité entre les différentes espèces. Donc nous sommes une espèce animale, des mammifères, des insectes, des plantes, des champignons, des bactéries qui cohabitent avec nous. Donc déjà une première interaction. Des milieux, donc des différents écosystèmes, biotopes. Et puis aussi à l'échelle à l'intérieur d'une espèce, ce qu'on appelle la diversité génétique. La différence entre 2 individus d'une même espèce, 2 oiseaux. Eh bien cette diversité génétique est aussi importante que la diversité entre 2 espèces d'oiseaux. Ces 3 échelles sont totalement imbriquées, et ce qui compte, c'est pas seulement la disparition d'une espèce parmi 1000 ou 1 million, c'est aussi le nombre d'individus d'une même espèce qui est présent,
c'est ce qu'on appelle le concept de l'abondance. Donc la diversité d'espèces différentes, c'est ce qu'on appelle la richesse ou la diversité spécifique. L'abondance, c'est le nombre d'individus d'une même espèce présente dans un même endroit. Et les interrelations entre toutes ces espèces forment la biodiversité, finalement le tissu vivant de la planète. Alors, en Île-de-France, nous mesurons l'état de santé de la nature en Île-de-France. C'est notre cœur de métier. Et pour ce faire, nous faisons appel à de très nombreux bénévoles. Donc nous nous appuyons sur ce qu'on appelle les sciences participatives. Ça peut être des bénévoles qui sont des sachants, qui sont des experts, des ornithologues, des spécialistes des libellules, des spécialistes des papillons, et qui vont s'obliger à aller faire à intervalles réguliers, selon un même protocole, tous les ans, à plusieurs périodes de l'année, des relevés dans des endroits précis. Et tout ça nous permet d'avoir une très grande quantité d'informations, beaucoup plus que je ne serais capable, moi tout seul, même à temps plein, d'aller voir sur le terrain, sur les insectes par exemple. Cette mobilisation collective nous permet d'avoir de très grandes données et de produire des indicateurs, non seulement d'état, mais d'évolution de la biodiversité au fil du temps. Alors, je suis obligé de vous dire que je ne vais pas vous raconter des choses très très réjouissantes. Les constats que nous faisons en Île-de-France, c'est que le vivant, non humain, s'effondre. Donc on n'est même plus sur une érosion du vivant, on est bien sur un effondrement du vivant, avec donc deux causes majeures. L'artificialisation. Nous consommons encore des terres agricoles, forestières, des milieux humides pour faire notre habitat, nos entreprises, nos infrastructures de transport. Donc ça, c'est la première cause en Île-de-France de perte de biodiversité. La deuxième, c'est l'intensité des pratiques agricoles, à la fois en matière d'apport d'intrants, mais aussi de pratiques normales. Quand vous labourez un champ, évidemment, les plantes spontanées, on est là pour faire du blé, par exemple. Il est normal qu'on ait moins de plantes spontanées. Et puis, surtout, de simplification du paysage rural. La mécanisation qui est en cours et qui a depuis un demi-siècle a obligé à supprimer les haies, les bandes enherbées, les petits arbres, les fossés. Et tout ça a des conséquences pour tous les individus qui vivent dans ces milieux agricoles. Alors, pardon, j'avais ceci. Donc, artificialisation, consommation des terres, on consomme en Île-de-France l'équivalent de la surface de la ville de Paris tous les 11 ans. Donc vous voyez, c'est tout à fait concret. Hein. Le petit lotissement, la petite zone d'activité sur terre agricole, additionnés les unes avec les autres, ça nous donne vraiment une disparition du terrain. En même temps, on a besoin de loger une population en croissance. On attend 1 million de personnes supplémentaires à horizon 2030. Et puis, l'urbain en Île-de-France, c'est 21% du territoire. Bien évidemment, au sein de l'urbain, il y a des espaces verts. Mais néanmoins, 16% du territoire est bien minéral, imperméabilisé, très très peu accueillant pour le vivant. Alors, la nature, hélas, ne trouve pas un refuge en ville. En ville, c'est aussi plus dur pour la biodiversité que à la campagne. Et donc, quelques éléments de chiffrés. L'abondance en papillons, c'est le petit... Je ne sais pas si vous voyez voilà. L'abondance en papillons, la petite courbe qui décline. Plus on va vers l'urbain dense, en partant d'un gradient depuis la campagne, moins on trouve d'abondance en papillons, donc de nombre de papillons pour une même espèce. Parce que le papillon a besoin essentiellement de prairies, et que plus on va dans l'urbain, moins on a de grandes prairies permanentes. Le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui est un programme de sciences participatives que je vous conseille de réaliser, qui est ouvert au grand public, nous montre que chez tous les groupes d'insectes, donc là, on n'est vraiment pas l'abeille, le papillon. Tous les insectes, on a le même trait. On a globalement moins d'espèces différentes en milieu urbain. Donc là, c'est la diversité spécifique. Enfin, même chez les chauves-souris, et notamment la pipistrelle commune, qui est une chauve-souris qui supporte relativement la lumière, qui est urbanophile au sens où elle supporte de vivre dans le milieu urbain, eh bien même pour cette pipistrelle commune, on voit d'une part qu'elle est beaucoup plus présente en milieu
milieu rural qu'en milieu urbain. Et puis, on constate qu'elle subit une baisse donc de moins 55% en 11 ans dans la dernière décennie. Donc, là, on a quand même des indicateurs qui sont assez inquiétants. Pour les oiseaux, la situation n'est pas meilleure, avec des oiseaux qu'on appelle spécialistes du milieu urbain. C'est les oiseaux qui savent nicher dans les maisons, qui vivent assez peu dans les champs. On a des oiseaux spécialistes des milieux agricoles qui vont souvent être des granivores, qui vont manger les graines des moissons par exemple, ou des insectivores qui vont manger des insectes. Eh bien, ces oiseaux spécialistes du milieu urbain, ils connaissent aussi un déclin important de leurs effectifs, moins 41% en 14 ans. À l'échelle régionale, sur toute la région et tous les types d'oiseaux, on a une baisse de 20% de l'abondance d'oiseaux en moins de 15 ans. Ça veut dire qu'on a perdu 1/5 des oiseaux, tous les oiseaux, 1/5 de moins. Donc vous voyez, c'est ça qu'on appelle un effondrement. On n'est pas sur une petite baisse, on est vraiment sur quelque chose de massif. On a des chiffres dans des réserves naturelles en Allemagne sur les insectes qui nous montrent que sur une trentaine d'années, on a moins 75% de poids d'insectes volants collectés. Donc, on est dans un mouvement majeur où, globalement, nos pratiques font que le vivant non humain a beaucoup plus de difficultés à se reproduire et à survivre. Alors, maintenant que je vous ai bien plombé l'ambiance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et dans nos observations, on a trouvé une courbe sur la flore, par exemple, qui, elle, augmente. C'est la courbe que vous voyez sur la gauche, c'est la diversité en espèces, la richesse moyenne par placette observée des interstices urbains. Les interstices urbains, c'est le bord de trottoir, la liaison entre trottoir et le mur, le pied d'arbre. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? Plus 92% de diversité spécifique. Donc, beaucoup plus de plantes différentes. Assez rapidement, vous voyez, on est en une petite dizaine d'années. Et ça, on pense que c'est le fait que les communes ont massivement arrêté d'utiliser des désherbants chimiques pour l'entretien courant de la voirie. Alors il y avait des collectivités pionnières, Courbevoie en est une, et puis la loi en 2017 a entériné cela en disant plus d'usage autorisé pour la voirie. Donc ça, c'est un des éléments. Les deux petits courbes que vous voyez, vous devinez peut-être un escargot et un papillon, ça c'est l'effet de l'usage ou du non-usage de pesticides au jardin sur la richesse en gastéropodes, en escargots. Donc quand on n'en utilise pas, on a 2 fois plus d'escargots différents au jardin. Et à côté, c'est les papillons. Quand on n'utilise pas de pesticides aux papillons, on a 2 fois plus de papillons, 2 fois plus d'abondance de papillons au jardin. Donc là aussi, des gestes simples qui ont des conséquences immédiates. Et c'est y compris très rapide. On voit une évolution. Si on utilise couramment des insecticides ou des herbicides au jardin et qu'on s'arrête, eh bien dans moins de 3 ans, on voit se produire ces effets. Alors là encore, la loi évolue avec la société et les particuliers n'ont plus le droit d'utiliser de pesticides issus de la chimie de synthèse depuis le 1er janvier. Néanmoins, il reste encore des produits qui sont autorisés parce qu'ils ne sont pas issus de la chimie de synthèse et qui sont quand même dangereux pour vous ou pour les êtres vivants non humains. Et donc, je vous encourage à ne pas utiliser de produits qui comportent un signe de danger. Le X, vous savez, les signes orange et noir. Si vous voyez un signe de danger, c'est qu'il y a un problème. Essayez de trouver des alternatives qui ne comportent pas ce signe. Dernier élément extrêmement encourageant, même là où l'usage est autorisé, par exemple sur les cimetières pour le désherbage des allées en gravillonné, eh bien, on voit que c'est la petite barre que vous avez ici, que les collectivités franciliennes changent très très rapidement leurs pratiques. En mars 2016, elles étaient 22% à être à 0 pesticide total. Aucun usage sur aucun espace, y compris les cimetières, les terrains de sport. En mars 2019, en seulement 3 ans, elles sont 67% à être à 0 pesticide total.
Vous voyez là, on a un changement de pratique extrêmement rapide et vous avez vu qu'on a des preuves que ça a des effets sur au moins les papillons et les escargots. Donc c'est un mouvement extrêmement positif qui laisse augurer que dans 10 ans, quand on produira de nouveaux indicateurs, eh bien peut-être qu'on verra des courbes arrêter de baisser et s'inverser. En tout cas, c'est l'espoir qu'on fonde et on essaye d'y travailler. 3 priorités et 3 exemples très rapides sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que font des collectivités. Alors volontairement, j'ai pris les collectivités hors Île-de-France, comme ça je fais aucun jaloux entre les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, puis je vous fais faire un petit voyage parce que j'aime bien. D'abord, restaurer le cycle de l'eau. Je vous ai parlé du caractère imperméable de notre ville globalement. Eh bien, retrouver une place pour le cycle de l'eau, pour faire que l'eau de pluie qui tombe puisse s'infiltrer dans les sols et puisse servir à des plantes notamment, ou à d'autres animaux, et notamment des animaux du sol, hein, des invertébrés, voire des bactéries. C'est extrêmement important. La photo de Mar avec une grenouille, elle vient de Rouen Normandie Métropole, qui travaille à créer chaque année, avec les acteurs publics et privés, au moins 20 à 25 mares nouvelles. Alors, une petite bête comme ça ne fait pas de bruit. Ne croyez pas les quelques articles sensationnels sur une mare, c'est terrible, ça fait énormément de bruit. Ça fait beaucoup et infiniment moins de bruit que n'importe quelle voie routière. Voilà. Vous habitez à côté d'une rue, ça fait plus de bruit. Rassurez-vous, ça c'est vraiment génial. À côté, réouverture d'une rivière. C'est au Chambon-Feugerolles, donc sur Saint-Étienne-Métropole. Cette belle rivière que vous voyez là, elle était enterrée dans une énorme buse et elle débordait, puisque quand vous mettez de l'eau dans un tube, eh bien, quand il y a beaucoup d'eau, elle accélère l'eau, elle va plus vite, elle a plus de force, et donc quand elle se répand, elle fait des dégâts. Ici, on ouvre, on démonte la buse, on réouvre, on remet à ciel ouvert la rivière et on lui laisse la place de s'étendre quand il y a une crue. Avec ces travaux, sur 800 mètres environ, on protège de mémoire 25 hectares de milieux urbains qui, avant, étaient régulièrement inondés. Donc, c'est y compris, la nature, elle peut nous rendre des services. C'est pas juste pour les papillons, les libellules, moi ça m'éclate, mais c'est aussi pour faire des économies, éviter de dépenser en réparation, etc. Autre chose, la base du conseil, mieux gérer, c'est d'abord moins gérer pour la nature. Moins gérer, c'est avoir plus de naturalité. Donc, par exemple, on peut élever la hauteur de tonte de sa tondeuse. Ça paraît tout bête, hein, mais passer de 5 à 8 cm, vous savez, les tondeuses, elles sont réglables. Vous la mettez tout en haut, au maximum. Eh bien, le brin d'herbe, il va tout simplement se comporter très différemment. Si vous avez un brin d'herbe que vous coupez des 2/3 de sa hauteur, il va se dire « je vais mourir ». Donc, il va vite puiser de l'eau et des nutriments dans le sol pour reconstituer ses feuilles. Si vous le coupez seulement à 1/3, il se dit bon bah voilà, j'ai été coupé mais je suis pas en danger. Donc il va pousser normalement, il va pas repousser plus vite. Donc si vous tondez plus haut, vous tondez aussi beaucoup moins souvent et l'herbe elle repousse beaucoup plus lentement. Donc on est dans un cercle vertueux où on va y compris faire des économies et dans ces quelques centimètres vont pouvoir se développer des pâquerettes, des pissenlits, d'autres types d'herbes que votre gazon et donc c'est gagnant y compris pour les insectes qui en profitent. Alors on peut aller jusqu'à faucher, donc là on n'est plus sur de la tonte mais de la fauche, ici possible en exportant le foin, le résidu de fauche. Et vous voyez ici un petit exemple à Saint-Privat-de-Vallon en Lozère d'un cimetière qui est pas moins joli et moins digne, vous voyez, qu'un cimetière parfaitement net sans aucune herbe. L'idée par contre c'est évidemment de végétaliser massivement, de permettre que ça devienne un jardin, un espace paysager digne et évidemment où on n'a pas les mêmes usages, mais c'est tout à fait possible. Et puis à côté vous voyez un petit parc urbain à Saint-Lunaire en Bretagne, il y a une aire de jeu juste à côté. Vous voyez, on a mis une petite ganivelle, ils ont mis un petit tas de sable, ça c'est pour les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, elles nichent dans le sol, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Et ce petit tas de sable, ça va leur permettre de faire leur nid. Et elles ont à côté un espace en libre évolution qui est fauché seulement tous les 3 ans. Donc ça veut dire là aussi que les plantes qui sont là, elles vont pouvoir pousser, faire leurs fleurs, faire leurs graines, que leurs graines tombent au sol, qu'il y ait une nouvelle génération. Certaines plantes fleurissent seulement tous les 2 ans, en fléchant tous les 3 ans, simplement pour éviter qu'à la fin on ait une forêt. Eh bien, on garantit qu'on va avoir une grande diversité de plantes et d'insectes, voire de petits mammifères qui vivent avec. C'est évidemment des économies. Si vous fauchez tous les 3 ans,
Vous gérez beaucoup moins. Pour les services municipaux de cette petite ville de 2500 habitants, 3 agents, c'est un gain. Donc ça ne coûte pas plus cher de faire de la gestion écologique. Dernière chose, quasiment, et puis après je m'arrête. L'autre enjeu, c'est de végétaliser massivement nos villes. Je dis bien massivement. Il ne s'agit pas d'être juste un petit peu une fleur, ça nous fait toujours plaisir, c'est toujours bon à prendre. Mais l'enjeu là, c'est d'aller beaucoup plus loin. Notamment parce qu'il y a un changement majeur qui est le changement climatique, avec un réchauffement généralisé, mais aussi nos villes, leurs formes, leurs matériaux, qui créent ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire qu'il va faire, notamment la nuit, beaucoup plus chaud en ville qu'à la campagne. Et cette chaleur nocturne est très impactante pour notre santé. C'est-à-dire que nous pouvons supporter des grandes chaleurs, mais nous avons besoin d'un moment de fraîcheur la nuit pour que notre corps récupère. C'est ce qui est la principale cause de mortalité des épisodes de canicule, notamment celui qui a été le plus terrible dans les mémoires de 2003. Et donc, rafraîchir la ville, c'est extrêmement important. On peut rafraîchir la ville en végétalisant les murs. C'est ce que fait Lille, c'est l'image que vous avez ici à gauche. Lille fait ça depuis 1993. Qu'on ait, vous voyez, un mouvement de fond. Cette année, en 2019, ils vont avoir créé 400 fosses de trottoirs. Alors là, c'est une petite jardinière, mais des fois, ils ouvrent le trottoir pour planter des plantes grimpantes. 400 fosses en 2019 seront créées. Vous voyez, on est sur une accélération. En 2017, ils étaient à 170 fosses par an. Ça monte. Ça transforme fondamentalement le paysage urbain aussi. Donc là, on a des choses qui sont... et les rayons du soleil dans nos rues vont se comporter différemment s'ils sont reçus par une variété de feuilles plutôt que par quelque chose d'uniforme et de minéral. À côté, c'est la métropole de Lyon. Il s'agit que quand on refait une rue, on végétalise massivement. Donc si certains d'entre vous habitent Courbevoie où ils viennent, c'est quelque chose qui a été fait par Jacques Macray et qui continue à être fait par ses collègues de manière massive, y compris, j'ai le souvenir de places de stationnement qu'on n'utilise plus parce que c'est devant les écoles et qu'on a eu des attentats de la sécurité, les transformer, en faire de nouveaux espaces verts, plantés. Tout ça, c'est vraiment bon à prendre. Et ils ont, y compris, des objectifs de plantation massive à horizon 2030 pour augmenter la part de l'espace public comme privé couvert par l'ombre des arbres. Parce que l'ombre est une façon d'avoir de la fraîcheur. Et enfin, des petites choses, les trottoirs. Alors, végétaliser le long de sa maison ou de son immeuble, qu'on soit locataire ou propriétaire, y compris avec des fleurs horticoles. On n'est pas que sur le spontané, ce qui est moi mon cœur de métier, mais l'idée c'est aussi de se reconnecter avec une nature avec laquelle on vivait il y a moins de 100 ans, on était tous des ruraux quasiment, très majoritairement au début du XXe siècle, et aujourd'hui on est quasiment tous, nous en France métropolitaine, des urbains, et il y a un phénomène de perte de l'expérience de nature, de perte de ce rapport avec le vivant et la nature. Eh bien ça passe par des petites choses comme ça. Là on est à Rennes, ça a commencé en 95 par une association de quartier. Il y a plus de 5 km de trottoirs qui ont été faits, 5 km linéaires comme ça, qui ont été faits depuis. Vous voyez, c'est massif. À côté, c'est Strasbourg. Ici, c'était simplement un délaissé de trottoir, un endroit qui sert à rien. Les habitants, ils ont dit, nous, on voudrait faire quelque chose, planter. Voilà, ça, c'est en 3 ans. C'était un trottoir en 2014. Cette photo, elle a été prise, c'est moi qui l'ai prise en 2017. Donc vous voyez, en 3 ans, on a des arbustes, on a quelque chose qui est tout à fait différent, simple, qui coûte pas grand-chose. Donc, à vous d'engager ce changement. Merci beaucoup, Gilles Lecuir. Juste une petite question une petite question juste de clarification. On aura de toute façon toute une partie débat, mais je vous en prie, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'il y a une gestion des plantes qui sont plantées dans les villes ? Parce qu'il y en a plein qui viennent, 80% des plantes viennent de l'étranger. Et il y en a pas mal qui sont toxiques, qui tuent les abeilles et compagnie. Est-ce qu'il y a des règlements qui règlent les plantes Alors, il y a un règlement qui est une réglementation européenne qui interdit l'importation, la vente d'une courte liste d'espèces animales et végétales dites exotiques envahissantes, mais c'est simplement quelques espèces. Donc il n'y a pas forcément d'interdiction. Donc effectivement, c'est important de choisir
en connaissance de cause. Il y a pour ça des guides, notamment d'aide à la plantation, pour dire privilégier des essences locales parce qu'elles ont coévolué avec des animaux et que donc elles vont y compris être plus riches pour ces animaux qui vivent ici. Mais on peut aussi choisir des plantes horticoles qui n'ont pas un mode de dissémination qui pose problème. Donc on peut planter des plantes horticoles, même exotiques, dont on sait qu'elles ne posent pas de problème. Donc là encore, il faut s'appuyer sur la connaissance. Nous, on donne des listes d'espèces conseillées plutôt que d'espèces interdites. Parce que voilà, on a envie de donner envie et pour donner envie, on pense que c'est pas en interdisant au jardinier de planter des choses ou en lui disant ça il faut détruire qu'on va le donner vraiment envie de s'intéresser à la nature. On essaie de plus aller sur le côté. Ceci étant dit, c'est une vraie question. En milieu urbain et en milieu continental, aujourd'hui, on n'a pas d'extinction d'espèces du fait d'une espèce exotique envahissante. Les problématiques d'extinction d'espèces, c'est essentiellement sur des îles où il y a ce qu'on appelle un fort taux d'endémisme. C'est-à-dire qu'on a une petite île, on a une espèce qui ne vit que sur cette petite île. Et si là, vous introduisez un animal ou un végétal qui va prendre la place de ce biotope, oui, vous pouvez avoir une disparition. En milieu continental, en milieu urbain, on est plus sur des problèmes de gestion que des problèmes de biodiversité, c'est-à-dire que la renouée du Japon, par exemple, sur les délaissés urbains, les délaissés de voirie, les bas-côtés, est très très compliquée à gérer, mais on n'a pas d'effet démontré sur les plantes ou les animaux aujourd'hui de la renouée, par exemple, en milieu urbain. Donc on a des problèmes de gestion et des problèmes de biodiversité qui vont de pair. Alors là, je prends juste les questions très concrètes pour Gilles, mais après, nous aurons un débat. Donc ça dépend. Si c'est des questions plus larges... J'espère que ma réponse était concrète. C'est juste quelque chose que vous avez dit qui m'a interpellée. Vous avez dit pour gérer les espaces enherbés, de préférence en exportant la fauche. Alors que moi, je pensais que c'était l'inverse. Ouais, c'est une logique de naturaliste. Plus vous allez enlever de la matière organique en fauchant et en exportant, en amenant par exemple votre résidu de fauche dans du compost pour aller le diriger, plus vous allez appauvrir le sol, notamment en tout ce qui est en azote, en nitrate. Or l'azote, ça va favoriser des plantes qui vont en faire beaucoup de feuilles et qui vont occuper le terrain et qui vont donc être les seules à vivre là. Si vous exportez et que vous avez un terrain finalement plus pauvre, vous allez avoir plus de diversité d'espèces végétales et pour le naturaliste, c'est un critère de qualité. Mais voilà, on peut préférer avoir un champ d'ortie. Pour un champ d'ortie, au contraire, faut mettre beaucoup d'azote, laisser tout le compost sur place, et là, on va avoir un très beau champ d'ortie qui est une plante fabuleuse pour des papillons, pour plein de choses. Donc c'est un biais. Hein. Oui, moi je voulais en fait parler en fait des comestibles. En fait, c'est ça qu'il faut aller faire ça. Chez nous, en fait, en Languedoc-Roussillon, sur ma commune, à Béziers, là, il y a des grands bacs faits par des associations et c'est que des comestibles. Et du coup, les gens se servent et c'est génial, quoi. Bien sûr. Et ça a un bénéfice pour d'autres êtres vivants que les humains. Si on plante notamment des haies fruitières dans les parcs, ça va bénéficier à des oiseaux, à des insectes qui vont soit butiner la fleur de ces fruitiers, soit profiter des fruits mûrs qu'on n'aura pas cueillis. Donc il y a des co-bénéfices, puis il y a aussi d'autres animaux qui profitent des fruitiers pour chasser. C'est le cas de petites chouettes, par exemple, qui sont vraiment spécialistes des vergers et qui vont aller chasser les petits mulots, voire les gros insectes. Les pipistrelles, chez nous, on fait des abris qu'on met dans les domaines départementaux et ça marche bien. Ouais, petite maison pour repeupler vraiment. Bien sûr. Alors, j'en ai pas parlé, mais dans les actions qu'on peut faire des tas de bois de branchage pour favoriser l'habitat du hérisson. On peut faire des petits abris supplémentaires, évidemment. Bien sûr, la LPO, l'Office pour les insectes et l'environnement. On va beaucoup parler de ça en seconde partie. Non, pas du tout, mais c'est juste pour dire qu'on va reprendre cette question parce qu'en effet, comestibles, habitat, etc., il y a beaucoup de manières de protéger et de renforcer la biodiversité au quotidien. Alors, je vais demander maintenant à Anne Gaillard de venir. Donc, Anne Gaillard, vous êtes paysagiste. Vous êtes paysagiste dans une association qui travaille au niveau départemental qui s'appelle le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement
Et vous êtes donc sur la partie Val-de-Marne. Et il y a quelque temps, donc les CAUE de l'Île-de-France ont été lauréats à un appel à projet arpenté, expérimenté et diffusé. Et j'ai découvert votre expérience. Et cette expérience autour finalement de la biodiversité comme bien commun, appréhendée aussi par l'arpentage, par la découverte de territoires avec des élus, des agents, des responsables administratifs, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant et je souhaitais que vous témoigniez sur ce type d'action. J'ai l'impression que par ce type d'action, on est en train d'évoluer vers quelque chose de juste aussi en manière de gouvernance finalement et de prendre conscience de manière collective de l'importance de la biodiversité sur un territoire donné. Alors, je vous laisse la parole. Bon, il y a peut-être un petit problème technique là, mais tant pis. On a une barre sur le côté, mais bon, peu importe. Oui, c'est un PDF, donc je sais pas. Tu sais. Super, merci. Donc, voilà. Donc, bonjour, merci. Voilà. Effectivement, je vais vous présenter une démarche. Donc là, on va rentrer sur le terrain. Une démarche d'arpentage de terrain auprès des élus et des acteurs du territoire francilien. Voilà, donc c'est une démarche effectivement qui a été initiée par les CAUE d'Île-de-France. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un CAUE. Et ça fait partie, donc c'est une sorte de recherche-action qui a commencé par un appel à manifestation d'intérêt qui était lancé par le ministère de la Transition écologique avec l'Association des régions de France et la Fédération nationale des CAUE. Et puis on continue à développer cette action. Donc brièvement, un CAUE, donc c'est un conseil effectivement d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc une association. Le périmètre d'intervention, c'est l'échelle d'un département, donc il y a à peu près un CAUE dans chaque département. Ils ont été créés sous la loi de l'architecture donc de 1977 pour répondre à un objectif qui est de promouvoir la qualité du cadre de vie, de nos espaces de vie, notre environnement quotidien, donc la qualité architecturale, urbaine, paysagère, environnementale, pour aider donc à fabriquer nos villes, nos villages, nos espaces, nos territoires, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Donc pour ça, on a 3 missions, le conseil, la formation et la sensibilisation. Et là, l'action que je vais vous présenter, elle est dans le cadre d'une démarche donc, de sensibilisation, voire même d'influence sur nos pratiques professionnelles. Et donc voilà, on agit de manière tout à fait indépendante dans une approche pluridisciplinaire. Alors, tout d'abord, on a réalisé 10 parcours en 2017, 7 cette année. On a arpenté vraiment différents endroits d'Île-de-France. Donc au départ, c'est parti de cet appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle « Trame verte et bleue de la planification régionale à la construction d'une stratégie territoriale ». Alors c'est un petit peu complexe comme ça, mais en fait, l'objectif, c'était de donner corps à un grand document cadre, un document administratif qui s'appelle le schéma régional de cohérence écologique, donc qui repère, qui définit les grandes continuités écologiques, de grands espaces à préserver. En même temps, forcément, ce document, il ne peut pas être exhaustif. Donc, il y a beaucoup, ce qu'on appelle de blanc sur cette carte, donc des espaces qui ne sont pas forcément repérés, parce qu'il faudrait descendre dans les échelles. Et souvent, les élus, les collectivités se disent parfois super, je suis dans le blanc de la carte, donc en fait, j'ai rien à faire, je peux urbaniser, je peux bétonner, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, l'idée, c'était d'apporter un peu, de donner corps sur le terrain à ce grand document, parce qu'il y a un vrai décalage culturel, entre ce document et la réalité de terrain. Donc, on est parti arpenter le terrain, et pour la première édition de ces arpentages, on a réalisé 10 carnets de territoire et un film documentaire qui s'appelle « La biodiversité, un bien commun », qui a été réalisé par Perrine Michon, qui est maître de conférence en géographie et aménagement à l'université
Paris-Est Créteil. Ces documents, ils sont téléchargeables donc, sur le site caueildefrance.fr. Et donc les carnets de territoire, tout comme ce film, restituent la richesse de nos échanges. Voilà, et je vais vous en parler tout de suite, ces échanges. Donc d'abord, le choix de nos itinéraires, il s'est orienté vers des territoires, enfin des espaces extrêmement vulnérables, extrêmement fragiles. Voilà, et donc j'ai oublié de dire qu'effectivement cette démarche, elle a été réalisée avec un certain nombre de partenaires, donc comme l'Agence régionale de la biodiversité, les services de l'État, donc la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement, le ministère, l'IAU, l'UPEC et de nombreuses collectivités partenaires. Voilà, ça c'était une parenthèse. Donc ces territoires, on constate que, comme le disait Gilles Lecuir, ce sont des territoires donc, vulnérables, mais qui en même temps sont dotés d'un fort potentiel, donc une vraie ressource, mais dans un territoire sous contrainte qui ne valorise pas forcément cette ressource potentielle. Et on constate en fait des points de vue de la part des acteurs qui sont en apparence contradictoires. Donc, comme le disait Gilles tout à l'heure, donc ces territoires, ils sont soumis à évidemment une forte pression foncière, une densité démographique qui est énorme, et en même temps ils doivent répondre aux besoins de logement, aux services, l'accès aux zones d'emploi, etc. Et puis il y a ce besoin aussi des citadins, donc voilà, d'être logés, etc., mais aussi d'être reconnectés avec leur environnement quotidien, ce qu'a exprimé Gilles tout à l'heure, et qui est de plus en plus prégnant. Plus on s'éloigne de nos milieux vivants, plus il y a cette nécessité. Et donc tous ces besoins, ils sont tous légitimes. Donc l'enjeu à l'échelle de l'Île-de-France, il est extrêmement fort, extrêmement important. Donc d'où l'intérêt de développer ces arpentages, d'aller donc de rassembler et des élus, des différents acteurs de l'aménagement, mais aussi des associations, donc toutes les parties prenantes, pour avoir une diversité de regards et pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble. Donc pour ça, on a eu deux approches. Une première, donc, qui est une approche par la notion de bien commun. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a travaillé avec Perrine Michon, qui a d'ailleurs réalisé un ouvrage qui s'appelle Les biens communs, un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle. Et donc, très inspiré des travaux d'Elinor Ostrom, qui est donc prix Nobel de l'économie 2009. Perrine définit dans son film documentaire donc, un bien commun comme une ressource qui appartient à tous et qui évidemment ne peut être appropriée par personne. Et pour exister en tant que tel, un bien commun a besoin qu'une alchimie subtile se forme entre cette ressource, une communauté et les règles que se fixe cette communauté, à la fois pour la gérer et pour en profiter. Voilà, et donc du coup, par cette entrée-là, ça a permis à tous les acteurs qui étaient présents de s'interroger finalement, au fond, comment construire ensemble du commun sur notre territoire, comment éviter le face-à-face frontal entre des écologues d'un côté et des aménageurs de l'autre. Comment dépasser ces clivages en fait entre les deux, et puis sortir aussi de cette vision très en silo. En fait, on se rend compte que quand on aménage le territoire, chaque acteur agit de manière extrêmement cloisonnée, donc a une approche très cloisonnée, voilà, et donc ça conduit à beaucoup d'incohérences sur le territoire. Donc l'idée de décloisonner, c'est extrêmement important. Et puis la deuxième approche qu'on développe cette année,
qui est donc une approche autour du partage de valeurs. En fait, souvent, avec les acteurs, quand on se réunit, on est plutôt dans des débats, à savoir, est-ce que c'est plutôt le logement qui est très important ici, ou plutôt le transport, ou plutôt la biodiversité. Et donc chacun a une tendance à tirer, d'une certaine manière, la couverture à soi. Et puis, cette approche par les valeurs, elle a permis vraiment une prise de recul supplémentaire par rapport à cette notion de bien commun qu'on a développée, en se disant, mais au fond, au-delà de ça, tout est important. Comment faire ensemble ? Et puis, cette approche par les valeurs, on s'est vraiment inspiré de l'Observatoire des valeurs des Hauts-de-Seine, et aussi du travail de Cheryl De Cianti et Kenton Yatt, peut-être que j'écorche un peu, mais qui sont cofondateurs de Kerios, donc qui est aussi une méthodologie d'approche par les valeurs, et donc qui définissent la valeur comme une qualité humaine à laquelle nous attribuons de l'importance et qui guide nos actions. Donc la valeur, c'est ce qui guide nos actions. Et en fait, on s'est rendu compte, et même sur place, les acteurs eux-mêmes se sont rendus compte que souvent, ils ne sont pas vraiment alignés entre leurs aspirations, les valeurs qu'ils ont envie de porter, et leurs pratiques professionnelles. Il y a un vrai décalage entre les deux. Et c'est pour ça que je parlais de cette prise de recul, parce que, on sait, par exemple, les acteurs se sont interrogés sur la notion de courage. Ça n'arrive quasiment jamais que dans une réunion, on parle de courage. Le courage de prendre la bonne décision, le courage de renoncer parfois à des projets, même si on a travaillé pendant 5 ans, que ça a mobilisé beaucoup de monde pour développer un projet de ZAC, de zone d'activité. Et parfois, il faut avoir du courage aussi pour renoncer, du courage aussi à titre individuel dans son propre service pour porter des valeurs, pour se dire peut-être qu'il faudrait faire autrement. Donc c'était assez intéressant ces discussions. Et donc ces acteurs se sont interrogés notamment sur les valeurs qui sont associées à la biodiversité. Par exemple, certains ont parlé d'émerveillement, d'autres de survie. Effectivement, on est dans une situation de survie, de spiritualité, d'appartenance. Et puis, ils se sont interrogés aussi sur les moyens pour dépasser les contradictions, parce que notre territoire francilien, dans les aménagements, est plein de contradictions. On essaie de préserver, mais en même temps on construit. On porte des doubles discours, donc on est vraiment dans une situation très paradoxale. Et donc comment dépasser tout ça ? Quels moyens pour ça ? Donc beaucoup ont parlé d'honnêteté, d'engagement, d'empathie, la notion d'empathie aussi par rapport aux autres acteurs, comprendre les besoins des autres, comprendre que certains portent un portefeuille, ils doivent agir dans un temps extrêmement court. Pour d'autres, au contraire, la biodiversité, c'est quelque chose qui se réfléchit dans un temps long. Donc, avoir un peu toutes ces réflexions. Et puis, on s'est aussi posé la question des principes d'action pour une gouvernance territoriale au service de la biodiversité. Et donc, je vais juste terminer pour vous dire que entre ces deux approches, finalement, qu'est-ce qui a émergé des acteurs, de la parole des acteurs ? Agir pour la biodiversité et agir en biodiversité, ça suppose à la fois d'articuler et d'orchestrer toutes les échelles de territoire, parce qu'on voit que la question des échelles, quand je parlais de cloisonnement, il y a le cloisonnement dans les approches, mais il y a le cloisonnement aussi administratif qui bloque des possibilités de développer des continuités. L'importance, la nécessité de s'inscrire dans un temps long. Le temps long, je pense que c'est en politique c'est une vraie question. L'importance, comme je le disais, de décloisonner les approches, décloisonner les limites administratives, créer les conditions du dialogue et de la confiance aussi pour que chacun puisse vraiment exprimer les besoins. Et puis
considérer aussi que les confrontations, donc les conflits, peuvent être vraiment une source de discussion constructive, parce que souvent, voilà, on a pu expérimenter dans les premiers arpentages de vrais face-à-face frontaux entre des associations environnementalistes et des aménageurs. Et pour que chacun soit plus généreux dans leurs connaissances respectives, ce partage de connaissances a vraiment permis d'avoir une discussion beaucoup plus constructive. Et puis tout à l'heure je parlais de courage, c'est aussi le courage de choisir, le courage d'arbitrer, parce que bien souvent on essaie de trouver un espèce de consensus mou, mais que finalement c'est pas tout à fait satisfaisant, et que parfois non, le logement ou la zone d'activité économique, elle doit se réfléchir autrement. Je ne dis pas ailleurs et repousser le problème ailleurs, mais parfois il y a la nécessité vraiment de faire des pas de côté, de voir plus loin, plus large, et de creuser profond. Ça c'est Gaston Berger, c'est ça qui parlait pour la prospective, d'avoir cette capacité à élargir son regard pour trouver des solutions, et parfois elles sont à côté, donc grâce à des pas de côté. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, et ça c'est vraiment grâce à cette approche par les valeurs que les acteurs ont vraiment exprimé la nécessité d'intégrer les différents regards des différentes parties prenantes, ce qui est rarement le cas avec notre vision en silo, et donc de viser très en amont l'intégration. Bien souvent, on intègre toutes les parties prenantes à la fin, une fois qu'on est quasiment, que le projet est bouclé, qu'on va faire arriver les bulldozers. Donc au contraire, voilà, tout dans le processus vraiment de projet, dans tout le processus de réflexion. Et puis agir en biodiversité, ça suppose évidemment l'exercice d'une responsabilité à la fois politique, pleine et entière, mais aussi collective et individuelle. Bref, c'est donc l'engagement de tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais demander à Antoine et Gilles de venir ici, s'il vous plaît, et puis peut-être un temps de questions, de commentaires pour notre première séquence d'intervenants. Est-ce que vous pourriez redonner le nom Est-ce que vous pourriez redonner le nom de l'auteur du livre dont vous avez parlé? C'est Perrine Michon. D'accord. Voilà. Qui a écrit cet ouvrage et qui a réalisé le film documentaire. Voilà. Et également, je me retrouvais très bien là, je nous retrouvais l'objectif des entretiens Albert Kahn, le laboratoire d'innovation publique des Hauts-de-Seine, qui donc co-organise cette rencontre. Je me retrouvais bien également dans nos objectifs de laboratoire sur vraiment la nécessité d'inscrire sur le temps long. Et je vous invite d'ailleurs, il y a des petits cahiers des entretiens qui sont disposés là à l'entrée. Vous pouvez vous servir. Et notamment, nous avions effectué il y a quelques années de cela un cahier sur les biens communs. Justement, je repensais à cela et il est là derrière. Donc n'hésitez pas à vous servir. Alors peut-être, est-ce qu'il y a des commentaires, questions pour nos intervenants du côté, je vois. Bonjour. C'est une question peut-être plus pour Monsieur Lecuir, Gilles Lecuir. Vous évoquiez en fait les sciences participatives. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler aujourd'hui. Et du coup, quelle définition vous en donneriez? Et concrètement, en termes d'action, comment on peut les mettre en place voilà. Alors, il y a énormément de manières différentes d'observer la nature. On peut observer la voiture depuis sa maison ou sa fenêtre, observer la nature dans son jardin. On peut observer la nature en collectant un insecte et en le regardant au microscope. À partir du moment où on parle de science, c'est qu'il y a un protocole. Ça veut dire que le processus scientifique implique qu'on définit comment on observe la nature et on le dit pour que d'autres puissent reproduire notre propre observation. Et donc les protocoles de science participative, c'est des scientifiques avec des non-scientifiques qui peuvent être des jardiniers, qui peuvent être des ornithologues amateurs, qui peuvent être des agents de collectivité.
On définit un protocole qui va être, par exemple, sur l'observation de la flore des prairies urbaines avec les jardiniers en Île-de-France, de dire on va prendre 10 fois 1 mètre carré, on définit 10 carrés d'un mètre, et une fois par an, au même endroit, sur notre pelouse, on va compter, identifier 60 plantes communes. Et on va dire, est-ce qu'elle est présente dans mon carré ou est-ce qu'elle n'est pas présente dans mon carré? Et ça, reproduit à l'échelle de 250 sites en France, ça va permettre de donner de l'information qu'on peut comparer. On peut avoir une comparaison entre les observations dans différentes prairies. Et puis, comme on les fait chaque année, on va pouvoir comparer une évolution. Comme on leur demande aussi quelle gestion ils font, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi les différences qu'on observe en termes de plantes sont corrélées à, par exemple, un type de gestion. Voilà un exemple de sciences participatives. Il y en a d'autres qu'on peut faire au jardin. Donc, les plus connus sont des programmes qui sont pilotés par le Muséum d'histoire naturelle qui s'appelle Viginature. Et il y a Escargots des jardins. On observe les petits escargots. Il y a les papillons des jardins. On n'a pas besoin d'être un professionnel. On n'a pas besoin d'être un entomologiste aguerri. On peut observer et participer sans aller jusqu'à connaître l'espèce de papillon. Mais déjà, pouvoir dire, j'ai vu 3 papillons du groupe des papillons orange avec des taches noires, ça donne une information aux scientifiques. Et quand il y a cette information multipliée par 1 million, ça donne des informations irremplaçables. Voilà le principe des sciences participatives. Merci. D'autres questions? Moi, je me faisais juste, pardon, je vais laisser la parole, la remarque, en fait, dans vos interventions, en fait, je trouve que le champ de la politique publique est, somme toute, relativement récent dans le domaine de la biodiversité. Je trouvais que ça ressortait très fortement, en fait, parce que 1992, 1980... donc, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, une échelle plus pertinente d'action en matière de politique publique? Anne disait que, en fait, elle pense qu'il faut articuler justement les différentes échelles du territoire. Je me demandais, de votre point de vue, en tant que ministère ou agence de la biodiversité, chacun vous portez un petit peu votre regard spécifique sur l'échelle. J'aimerais avoir votre sentiment sur, est-ce qu'il faut articuler toutes ces échelles territoriales ou est-ce qu'il y a vraiment des nécessités d'appréhender ces sujets par le haut ou par le très local? Peut-être Antoine, je ne sais pas si vous avez... C'est vrai que nous, politique. Justement, en fait, on nous a beaucoup fait remarquer que cette approche-là, top-down, comme on l'appelle, oui. Elle était mal perçue et je pense qu'il y a une évolution quand même dans la manière d'appréhender les politiques publiques. Au fur et à mesure, mais surtout ces dernières années, pour essayer de permettre de faciliter les initiatives plus locales. Et c'est sûr que ça fonctionne beaucoup mieux quand on ne vient pas imposer des choses. Alors ça n'empêche que parfois il faut quand même toujours le faire. On a toujours des réserves naturelles qui sont désignées par décret et il y a des moments où il faut conserver aussi en partie ce fonctionnement-là. Moi, je travaille en grande partie sur la politique tram verte et bleu que Anne mentionnait, et c'est complètement l'objectif, c'est véritablement de susciter des projets locaux intégrés dans leur contexte, chacun différent l'un de l'autre. Il n'y a pas une manière de faire unique, en fonction du contexte économique, du patrimoine local, pas que de biodiversité d'ailleurs. Et je rejoins exactement tout le diagnostic que tu as fait, puisque on est sur la même politique en gros. Je voulais juste rajouter une petite chose. Évidemment, il y a des maires qui sont hyper engagés et c'est super et tant mieux. Il y en a beaucoup qui... Il manquerait pas grand-chose pour qu'ils soient engagés. Et je pense que quand on parlait d'inclusion, finalement, c'est inclure tout le monde, mais
vraiment très très en amont dans une démarche de processus vraiment de projet et de fabrication du territoire. Le fait de les inclure et de les inclure comme partenaires, comme ça aide, je pense, ça peut créer une dynamique positive. Et puis, donc, il y a vraiment cette inclusion très en amont, j'insisterai là-dessus. Et l'autre chose, c'est aussi, dans les politiques publiques, c'est aussi d'avoir une vision, alors c'est peut-être idéal, mais beaucoup plus transversale et donc beaucoup plus holistique entre les services. Parce que quand on parlait de cloisonnement, il y a aussi, et ça, c'est aussi une démarche politique que de faire travailler les services ensemble pour que le service économique et le service aménagement soient en cohérence aussi avec le service biodiversité, environnement, etc. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Et donc, il y a de haut en bas et de bas vers le haut et aussi horizontal. Voilà. Oui, le vivant, il ne connaît pas de frontières administratives. L'oiseau qui a besoin d'aller nicher, de se déplacer, qui est un migrateur, la plupart de nos oiseaux migrateurs ne connaissent même pas les frontières des États, pensez-vous, c'est rebelle. Donc oui, on est effectivement avec une organisation, y compris administrative, qui n'est pas toujours adaptée aux réponses. Si on pense à une rivière, on comprend bien que si on fait une réouverture de rivière, comme on voit en Ile-de-France, on a des choses extraordinaires qui se sont faites à Gonesse, notamment à Sarcelles, et qui donnent des très beaux résultats. Mais si en amont et en aval, on n'a pas un effort, voire on continue à abîmer la rivière, on comprend bien qu'on n'a fait qu'un petit bout et que c'est pas efficace, puisque l'eau, elle, par définition, elle coule. De la même manière, si la collectivité publique fait des efforts, mais que les riverains de la rivière sont pas mobilisés, comprennent pas, n'ont pas accès à la rivière, ne la considèrent pas comme leur bien aussi, on peut imaginer qu'on va avoir le reste de peinture, on le met à la rivière parce que on s'en débarrasse, ça lave, et on se rend même pas compte à quel point on va poser des problèmes. Donc il y a un besoin de travailler à toutes les échelles, et on a aussi besoin de l'Europe pour définir un cadre d'action commun. Natura 2000 que tu as cité, c'est un outil extraordinaire. Donc on a besoin de toutes les échelles. Ça peut être parfois, on peut se dire, oui, mais comme il faudrait que tout soit parfait à toutes les échelles et qu'elles soient toutes imbriquées, ça peut laisser un goût de on n'y arrivera jamais. Et en fait, c'est tout le contraire. À chaque fois qu'on arrive à faire un petit pas à une des échelles, on a un gain pour tous. Moi, je veux être plutôt extrêmement positif. Et pour juste parler de ma structure, la loi de 2016 a prévu justement de créer des agences régionales de la biodiversité. Et c'est une nouveauté. C'est l'État qui dit non plus voilà comment vous allez devoir travailler, mais qui dit si vous voulez, sur la base du volontariat et à la carte, vous pouvez choisir en région de vous organiser avec nous l'État, avec notre structure d'expertise, avec l'Agence française pour la biodiversité, avec les départements, avec les collectivités locales, pour coordonner votre action sur la biodiversité. Alors, on est jeune, la politique publique sur la biodiversité, elle est effectivement jeune. La science même, l'écologie, alors l'écologie est juste une assise, après je m'arrête, c'est pas un dogme politique, c'est une science comme la géographie, comme la biologie. On devrait dire écologisme comme capitalisme, socialisme. En français, on a le même mot pour les deux choses. C'est bien d'écologie scientifique dont moi je parle, et je vous conseille d'acheter, c'est la séquence pub, j'en ai amené un exemplaire pour vous et un pour Anne, à qui je donne tout de suite. C'est le manuel d'écologie urbaine. Ça se lit en 2 heures. Ça vous fait l'état de la connaissance scientifique sur comment fonctionne le vivant en ville, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais sachez que l'écologie urbaine, c'est une science qui a commencé à éclore au début des années 70. On découvre des choses tous les jours. Donc il est normal que, y compris, on fasse des choses aujourd'hui, puis que dans 5-6 ans, on se dise « Ah, tiens, on n'avait pas fait. » Un exemple, moi-même, j'ai installé un rucher pédagogique en 2010 pour dire il faut sensibiliser à la situation des pollinisateurs. Mais si on en met trop, on va concurrencer avec les pollinisateurs sauvages. Donc il faut savoir raison garder et mettre un rucher pédagogique, mais pas en mettre 10. Ça, on ne le savait pas avant cette année. Et donc il est normal qu'on monte une marche de l'escalier dans le développement durable, mais il faut continuer à monter la suivante, etc., etc., et jamais s'arrêter.
Merci beaucoup. Merci. Je garde les questions. Il y aura d'autres questions, mais pour la fin de notre intervention, parce que je souhaiterais maintenant pouvoir inviter nos autres intervenants. Merci beaucoup. Dans cette deuxième partie, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Dans cette deuxième partie, en fait, justement, je souhaitais qu'on aborde la partie avec cette idée de renforcer la biodiversité au quotidien, également par tout ce qui est fait par les associations, par les citoyens, etc. Donc, on le voit, je trouve que c'est très fortement ressorti, en fait, finalement, des exposés de cette première séquence, où on voit qu'on a des politiques, mais que parfois on a des actions le très local, comme vous l'évoquiez sur cet aménagement en fait, de la rue, qui en fait sont faits à l'initiative des citoyens. Alors pour ce faire, je vais d'abord inviter Gwenaëlle Baudouin à venir nous faire un petit peu un état des lieux. Je vous ai en fait sollicité parce que vous êtes chargé donc de sensibilisation environnement et développement durable donc au département des Hauts-de-Seine et vous êtes notamment chef de projet du trophée ID 92. Donc vous travaillez avec les collèges dans le département et donc c'était pour nous important de savoir en fait comment vous voyez en fait l'évolution des choses, comment la biodiversité est emparée, si je puis dire, hein, par les profs, mais aussi par les étudiants, d'avoir un petit peu ce panorama à cette échelle. Merci. Alors, bonjour à tous. Au niveau de l'évolution, moi, je ne vais pas peut-être pouvoir répondre tout de suite à cette question-là, parce que je suis arrivée au département il y a 6 mois, donc c'est assez nouveau, mais par contre, on a quand même un historique depuis quelques années. Donc, moi, effectivement, je travaille au sein du département à faire de la sensibilisation dans les collèges sur l'environnement et le développement durable. Et donc, je vais vous présenter une initiative du département dans les collèges qui est les trophées ID Junior. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, les trophées ID Junior, c'est un concours qui est ouvert à tous les collèges du département. Je précise les collèges qui sont sous contrat avec le département. C'est un concours qui a été créé en 2011, donc c'est la 10e édition cette année. Donc il va être lancé dans quelques semaines. Et depuis 2011, il y a 81 collèges qui ont participé à ce concours. L'objectif de ce concours, c'est de mettre en valeur des idées. Donc idées, c'est un acronyme qui veut dire Initiative durable pour l'environnement, l'économique et le social dans les Hauts-de-Seine. Donc c'est un concours de développement durable, pas uniquement sur la biodiversité. Et donc il y a 3 prix à gagner chaque année par les collèges. Alors les conditions pour participer au concours, c'est très rapidement, c'est mettre en place un projet concret de développement durable au sein du collège, qui concerne au moins 2 piliers du développement durable, donc économique, environnement et social, et qui soit présenté par les élèves devant un jury. Voilà. Donc, voilà un aperçu de toutes les thématiques qui ont été choisies par les établissements. C'est les établissements qui choisissent sur quoi ils vont travailler et qu'est-ce qu'ils vont présenter comme projet. Il y a beaucoup de choses. Ce qui va nous intéresser, c'est la ligne jardinage et la ligne biodiversité, parce que c'est ça qui concerne directement le sujet qu'on traite aujourd'hui, le sujet de la biodiversité. Et on peut voir que ça regroupe 26% des projets, donc un quart des projets depuis 2011 concernaient directement la biodiversité, la préservation et le maintien de la biodiversité. Alors, je vais parler plus spécifiquement des jardins pédagogiques parce que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur des professeurs et des élèves dans les établissements parce que ça touche à plein de choses. Ça touche à la biodiversité, évidemment, quand on met en place un jardin pédagogique dans un collège, on va apporter de nouvelles espèces végétales qui vont attirer de nouvelles espèces animales, donc ça favorise la biodiversité. Mais c'est pas que pour ça. Ça met en valeur, ça sensibilise les élèves à énormément de choses.
donc à la biodiversité, mais aussi au cycle biologique des plantes au cours de l'année, comment est-ce qu'une plante évolue depuis le moment où on la sème jusqu'à la récolte des fruits, par exemple. L'alimentation locale, parce que souvent dans les jardins pédagogiques, c'est des potagers qui sont mis en place, et donc il y a de la production alimentaire, et ça c'est extrêmement valorisant pour les élèves. Ça les met en contact avec la nature, donc le respect des autres espèces vivantes. Ça leur donne aussi des compétences pour mettre les mains dans la terre, apprendre à travailler avec des espèces vivantes. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire à la maison, surtout quand on vit en appartement, quand on est un petit urbain. Alors, quelques exemples du coup de jardins pédagogiques qui ont été mis en place dans les collèges des Hauts-de-Seine et qui ont été présentés lors d'édition des trophées. Donc, par exemple, le collège Jean Renoir ici à Boulogne-Billancourt, ils ont été candidats à l'édition 2018 et la thématique de leur projet, c'était préservation et favorisation de la biodiversité. Donc là, c'est vraiment dans le nom. Eux, leur travail, ça a été vraiment de réfléchir à l'importance écologique des abeilles. Et donc, la mise en place de leur jardin, c'est une partie du projet, mais c'était de mettre en place un carré miellifère sur leur établissement pour que les abeilles, tout au long de l'année, puissent avoir des fleurs à butiner. Donc, ils ont mis en place, on lit, des pommiers, des framboisiers, des marguerites, etc., pour que les abeilles aient quelque chose à manger. Mais vous verrez tout à l'heure qu'ils ont aussi installé une ruche dans leur établissement. Donc, premier projet. Le deuxième, donc, au collège République à Nanterre. Donc, eux, ils ont été candidats en 2017. Et la même chose, le nom de leur projet, protéger et développer notre biodiversité. Donc eux, ils ont mis en place donc, des carrés potagers. Donc les carrés potagers, c'est aussi quelque chose qui est proposé par le département au sein des collèges. On propose en fait dans un espace d'accès à la terre, de disposer des carrés pour que les élèves puissent jardiner dedans. Et donc, ils ont construit des carrés potagers en réinvestissant ce qu'ils avaient conçu l'année précédente, donc pour protéger leur environnement, prendre soin des oiseaux du jardin, donc construire des carrés en bois, mettre en place un jardin, remplir les carrés en utilisant du carton, du compost, des déchets végétaux, de la terre, etc. etc. Et donc, c'était pour vraiment amener la classe en fait à l'extérieur, apprendre des choses dans le jardin du collège, avoir des apprentissages dans le jardin de leur collège et que l'apprentissage sorte de l'espace de la classe. Un troisième projet de jardin pédagogique, c'est le collège Rambam à Boulogne-Billancourt qui a aussi été candidat en 2017. On a eu énormément de propositions de jardins pédagogiques à l'édition 2017 des trophées. Et ce qui est très intéressant, je trouve, sur ce projet-là, c'est que si on voit en fait l'environnement dans lequel a été disposé le jardin, c'est une dalle complètement artificielle, donc où rien ne pouvait pousser du tout. Et ils ne se sont pas démontés, ils ont installé des palettes et des gros sacs, des big bags de terre pour installer des îlots de jardin. Donc en fait, ils ont apporté de la biodiversité dans un endroit où il n'y en avait pas du tout. Et donc on peut voir ici une liste des espèces qu'ils ont apportées, donc des épinards, des tomates, des radis, des salades, des concombres, du persil, des carottes, des oignons, entre autres. Ça, c'était pour la production. Mais les jardins, ce n'est pas la seule chose qui est mise en place. Pour préserver la biodiversité, il y a aussi des projets d'hôtels à insectes, d'installation d'hôtels à insectes et de ruches. Ça peut être fait au sein du collège ou alors à l'extérieur. Donc ici, on a l'exemple du collège Saint-Charles-Notre-Dame. Et ici, le collège Voltaire à Asnières. Cet exemple est intéressant parce qu'à Asnières, dans ce collège-là, il n'y a pas d'espace du tout pour jardiner, mais les élèves ont quand même fabriqué des hôtels à insectes et aussi des ruches qu'ils ont offerts à la mairie de la commune pour qu'ils les installent dans les parcs.
Donc ici, retour au collège Renoir pour l'installation de la ruche. Donc ils l'ont mis dans un espace qui n'est pas directement accessible par les élèves facilement, ou alors pas tout seul. Et donc ils ont travaillé en lien avec une apicultrice pour apprendre à travailler avec les abeilles. L'installation de nichoirs et de mangeoires aussi, pour favoriser les oiseaux dans les collèges, leur installation et leur survie pendant l'hiver. Et voilà d'autres exemples. Donc ça, je vous ai présenté l'exemple des trophées, mais il y a plein d'autres choses évidemment qui sont faites par le département pour favoriser la biodiversité à la fois dans les collèges mais aussi sur le territoire. Donc l'aide au projet de jardinage, comme je vous ai dit, le fait d'offrir des carrés, potagers, d'offrir des outils, des composteurs aux établissements pour qu'ils puissent mettre en place leur jardin. On fait des animations à l'environnement, notamment sur la biodiversité, mais pas que, etc., etc. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Des questions Moi, la question que j'avais, c'était vraiment, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'appétence ? Est-ce que vous êtes sollicité de plus en plus pour accompagner des projets comme ça en biodiversité ? Ou quelle est un peu la tendance, même si, bon, bien évidemment, vous êtes nouvelle dans la maison, mais est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'appétence ? Oui. Alors, moi, j'ai... De ce que j'ai vu des projets par les traces qu'il en reste et ce que je vois aujourd'hui en classe, c'est qu'il y a de plus en plus de motivation chez les élèves et aussi au sein des équipes enseignantes qui sont de plus en plus motivées à faire des choses, mais à faire plein de choses tout en même temps, mettre en place plein de projets. Et oui, ça se développe vraiment beaucoup. Oui, j'ai l'impression que c'est maintenant, je pense qu'il n'y a pas un collège qui n'a pas son jardin. Moi, je suis du département de l'Hérault et en fait, pour les associations locales de défense de l'environnement, on est en réseau, ça s'appelle COPER 34. Et en fait, là, il y a carrément des budgets du département pour concrétiser des choses locales, pour faire travailler en fait toutes les assos locales sur en fait des projets multiples et variés. On a 1,8 million là d'euros pour pouvoir présenter en fait des projets qui s'inscrivent sur l'environnement, sur le social, sur plein de choses, le patrimoine. Et je voulais savoir s'il y avait ce genre de choses au département d'Île-de-France. Au département des Hauts-de-Seine. S'il n'y a jamais des acteurs, ça pourra peut-être servir aux acteurs locaux. Effectivement. Je vais laisser ma responsable répondre à cette question. Et moi, j'ajoute qu'il y a un dispositif de sciences participatives qui s'appelle Viginature École, qui est notamment mis en place, par exemple, en Seine-Saint-Denis avec les collèges, mais qui peut être mis en place dans les écoles. Et l'intérêt, c'est de faire bien avec les équipes pédagogiques et de faire des maths, de l'anglais, des arts plastiques via l'observation des papillons ou des coccinelles dans le jardin du collège. Et on est à votre disposition pour aider, en tant qu'agence régionale, les collèges qui ont envie, ou le département, si vous avez envie, de déployer ces programmes. Top. Bonjour, Lucille Moran. Donc effectivement, je suis en charge de l'unité de politique environnementale dont fait partie Gwenaëlle. Alors pour répondre à la question particulière des aides aux associations en direct, au-delà de la loi et des compétences qui nous sont conférées, en fait le département a un autre mode de fonctionnement, plutôt un mode de fonctionnement par la politique de la ville, où il y a des sommes qui sont allouées aux communes sur différents sujets, qui soient le logement, l'environnement, le développement durable, la solidarité sur le territoire. Et donc, en fonction des projets qui sont sur plusieurs années, je crois que le programme est quinquennal, en fonction des projets qui sont présentés, le département donne une dotation, entre guillemets, et donc c'est les villes qui restent maîtresses de leurs projets et mettent ça en place. Et ça peut concerner des associations, mais nous, on n'a pas vocation à favoriser telle ou telle association. On passe par le biais des communes qui nous sollicitent, qui ont des projets, en fait. Et donc, c'est comme ça que ça se déroule chez nous, en fait. Voilà. Oui, et après, c'est des démarches, c'est des stratégies politiques qui sont propres à chaque département. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Et je vais demander à Clémentine Léonie de venir à présent, parce que nous avons encore deux intervenantes
très grande qualité, avec des fortes personnalités, je dois dire. Et Clémentine Léonie, en fait, on vous a découvert grâce à Colocataire, je vais y arriver, Colocataire, qui est en fait une narration en fait de la biodiversité, que je crois que vous avez laissé quelques flyers à l'entrée. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré en fait cette explication. Enfin, j'ai lu notamment un sur les hérissons, comment favoriser aussi l'habitat pour un hérisson. Et comme je vous le disais en préparation de cette intervention, en fait, j'ai la chance d'avoir toujours eu des hérissons dans mes jardins, même si j'ai pas des très grands jardins, mais j'ai toujours eu des hérissons. Et donc, vous êtes à présent, donc vous êtes, en fait, vous avez fini vos études. Vous êtes sorti de l'école de Condé, hein, vous avez initié donc cette illustration et en tant que également illustratrice, mais aussi auteur hein, de Colocataire. Hein, et vous venez de rejoindre d'ailleurs la ville de Courbevoie hein, pour justement travailler sur ces questions de biodiversité. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je trouvais intéressant pour notre sujet aujourd'hui, c'est de voir aussi, je crois que vous symbolisez à mes yeux en fait très bien quelqu'un qui s'empare aussi du sujet et qui non seulement est passionné par le sujet de la biodiversité, mais aussi met ses talents et les transmet. Et je trouvais que c'était très fort. Voilà, donc un simple témoignage de ce que vous faites, comment vous êtes arrivé à valoriser la biodiversité. Et voilà. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à tous d'être là. Bonjour. Alors, par quoi commencer donc, on m'a invité pour parler de Colocataire. Donc, c'est un projet donc, illustré qui parle de la biodiversité en ville. Pour faire un petit point, pour que vous compreniez un peu pourquoi j'en suis arrivée là, c'est qu'en fait, l'illustration et l'écologie, la biodiversité, la nature, c'est des sujets, c'est quelque chose qui me plaît depuis toujours. L'illustration, pour l'anecdote, le dessin, quand j'étais petite, c'était un peu mon moyen d'expression le plus simple. Quand j'arrivais pas à parler, je faisais des schémas. Donc, c'était mon moyen d'expression. Et pour la nature, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, ça m'a poursuivi dans ma scolarité. Et après le bac, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne à communiquer au mieux sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc la nature et la biodiversité. Donc en effet, je suis allée à l'école de Condé pour faire des études en illustration. Et là, du coup, j'ai pu aborder divers supports, donc des magazines, des flyers, de l'animation 2D. Tout ça, c'était un moyen pour moi de découvrir comment passer des idées, comment je pouvais parler de sujets tels que la nature. Donc, en effet, donc après, arrivé en dernière année, on a eu l'occasion de choisir un sujet et de passer toute l'année sur ce sujet. Donc j'ai continué de choisir la biodiversité, et notamment en ville, parce qu'en fait, à ce moment-là, je me posais des questions qu'aujourd'hui, du coup, on se pose dans cette pièce. Comment agir à notre échelle ? En tout cas, moi, en tant que citadine, j'avais beau aimer la nature, en fait, il n'y en avait pas forcément autour de moi, donc je me disais, mais en fait, comment moi, je peux agir toute seule voilà. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Donc je me suis renseignée, et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Et en me renseignant, j'ai trouvé des solutions. Et je me suis dit, trop bien, en fait, il y a des trucs à faire. Je vais pouvoir en parler. Et du coup, faire des dessins et les mettre en page pour que le plus grand nombre puisse l'entendre et le prendre et pouvoir l'utiliser naturellement. Donc, je peux vous montrer des images, vu qu'en fait, moi, c'est surtout de l'image. Donc, au final, j'ai mon site internet, donc vous pouvez aller voir mon site internet après. J'explique du coup ce que c'est. Et en fait, l'idée, c'est que, parce que les supports que j'ai mis en place, donc c'est un site internet où on peut retrouver les informations sur les animaux qu'on retrouve en ville, notamment en Ile-de-France. Moi, je suis en Ile-de-France, donc j'ai fait l'Ile-de-France, mais ça peut s'élargir. Et après, des tutos pour les animaux, notamment le hérisson dont on parlait, ou la chouette effraie, qu'on peut aussi accueillir. L'idée, c'est d'en faire pour d'autres animaux, mais du coup, c'est là où j'en suis. Donc, par exemple, si on prend le hérisson, on a un petit texte qui explique, du coup, la situation du hérisson, pourquoi il se réfugie en ville. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit auparavant, mais du coup, je me suis concentrée, en effet, sur les animaux
qui, comme on en parlait tout à l'heure, qui partaient des zones rurales pour venir dans les villes. Et du coup, la question, c'est de savoir comment nous, on peut mettre notre main à la pâte et faire, pourquoi pas, des abris ou d'autres solutions. Donc j'ai essayé de faire un petit constat de ce qui se passait. Assez simple, en fait, c'est un peu de la vulgarisation pour que tout le monde comprenne. Comme moi aussi, je l'entends, parce que quelqu'un de lambda, avec du coup des petits conseils, des illustrations et des petites animations. Donc je peux vous montrer des animations. Je ne sais pas si vous préférez le hérisson ou la chouette. Le hérisson, ok, ou les deux, ok. Je ne sais pas si on peut mettre en grand écran. Si on ne peut pas, je peux faire autrement, je peux appuyer là. Et après, là, je peux. Ok, je vous montre le hérisson. Je ne sais pas si elles sont. Normalement, oui. Avec mes 36 dents et mes 6000 piquants pour me protéger, on pourrait croire que je suis invincible. Mais je ne dépasse pas les 30 cm et ma vue est très faible. Je me nourris un peu de tout, des escargots aux coléoptères. Il m'arrive même parfois de préférer un menu végétarien quand l'envie me prend. Quand je ne trouve pas de quoi me rassasier en forêt, je m'aventure dans la ville. Bon, je fais un peu de bruit quand je me déplace la nuit dans les buissons, mais pas assez pour vous réveiller, je vous rassure. Et puis, vu la dose de végétation qu'il y a en ville, je ne risque pas de vous déranger. Vous m'avez reconnu, je suis le hérisson. Je peux vivre jusqu'à 10 ans si la vie est clémente avec moi. Mais, malheureusement, seulement 4 hérissons sur 1000 atteignent l'âge de 10 ans. Et oui, en plus du risque de mourir de faim dès mon plus jeune âge, je dois faire attention aux prédateurs. Le hibou grand-duc ou le blaireau, par exemple, raffolent de moi. Mais ce ne sont pas les seuls. Un autre prédateur beaucoup plus gros et très bruyant s'acharne contre moi en ville. Pour me cacher, je dois rejoindre les chemins végétalisés. Mais malheureusement, cela manque parmi vous. Aidez-moi à cohabiter avec vous, amis humains. Des gestes simples comme végétaliser vos rues ou me construire un abri dans votre jardin sont à portée de main. Profitez-en, moi je n'en ai pas. Venez découvrir toutes les astuces pour une cohabitation en toute harmonie sur colocataire.fr. Voilà. Merci. Vous comprenez pourquoi on a eu un coup de cœur quand on a vu ça et on se dit que c'est une très bonne illustration culturelle et à la fois avec des informations très précises et ça nous a beaucoup plu. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vais inviter notre dernière intervenante, témoin, également très active, avec une forme d'engagement et d'action un petit peu différente de celle qu'on vient de voir à présent. Mais Lucie, donc vous, Lucie Chien, vous êtes ingénieure, plutôt de formation, vous me disiez. Vous étudiez ici, au pôle universitaire Léonard de Vinci, et vous êtes présidente de Vinci Durable. Et donc, à travers en fait cette association, qui est une association destinée aux étudiants, mais peut-être un peu aussi au-delà à d'autres acteurs, vous essayez en fait de sensibiliser aux enjeux du développement au sens large. Et donc, voilà, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que vous faites à votre niveau. Et qu'est-ce que vous pensez, comment renforcer en fait finalement au quotidien la diversité, la biodiversité? Qu'est-ce que vous faites déjà? Merci. Bonjour, merci. Effectivement, je m'appelle Lucie. On a créé une association avec une amie l'année dernière de Vinci Durable parce qu'il n'y avait pas encore d'association écologique dans cette école, ce qui est, je trouve, une aberration. Donc on est parti sur un projet qui est de faire une semaine de sensibilisation entière qui vise vraiment à toucher le maximum de personnes, même que ce soit étudiants ou professeurs, parce que pas tout le monde est au courant de la catastrophe que l'on vit. Et donc on est parti sur cette semaine où on a traité un thème par jour sur le développement durable, dont un jour la biodiversité, où on a on a interviewé Sea Shepherd et WWF pour avoir des informations fiables et des recherches sur le sujet. À côté de ça, du coup, on a aussi on a des projets pour que les étudiants arrivent à faire la transition plus rapidement. Par exemple, on va essayer de faire venir une AMAP. Une AMAP c'est une association qui collecte, qui fait du coup des paniers de fruits et légumes.
locales et biologiques et de saison, de préférence. Et on essaie de faire comprendre aux étudiants que leur portefeuille, c'est un moyen de vote. C'est-à-dire qu'en passant justement en court-circuitant les grandes surfaces ou qui ne respectent pas tout ou la biodiversité ou utilisent certains moyens de greenwashing où c'est un peu flou, on ne voit pas trop ce qui se passe derrière. En AMAP, on est sûr, tout est transparent et c'est un moyen à notre échelle en tant qu'étudiant pour agir en faveur de la biodiversité. Et voilà. Ensuite, on a des projets où on demande aux étudiants de penser et d'innover à de nouveaux projets à mettre en place pour la biodiversité. Par exemple, on leur a demandé d'imaginer une Smart City comme ils veulent. Et vu qu'on est jeunes et qu'on n'a pas les connaissances de tout ce qui se passe en ville, on a moins de cadres de biais cognitifs déjà qui nous a été impliqués depuis qu'on est jeune. Et on a plus d'idées, plus d'innovations qui sortent de ces genres de projets. Et on pense que ce sont des idées à discuter pour aménager la ville. Et voilà. Et voilà. Oui, merci. Ensuite, merci Lucie. Eh ben, je vais vous demander de rester. Merci beaucoup. Et puis peut-être de demander aussi à Clémentine Léonie, à Gwenaëlle de venir ici. Peut-être si vous avez des questions, des commentaires pour nos intervenantes. Moi, j'ai une question qui m'interpelle et j'aimerais vraiment avoir votre sentiment, en fait, peut-être à vous, plus jeune génération, un peu sur ce qui a été présenté, même en première partie, sur ces grandes politiques, un peu votre regard sur ces politiques en matière de biodiversité. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité ? Est-ce que vous pensez que ça peut aider à accélérer ? Comment vous voyez, en fait, ces grandes politiques publiques aujourd'hui ? Que ça soit à l'échelle mondiale, locale, à toutes les échelles. Bon, je me lance. Je pense que les politiques publiques, elles sont indispensables pour agir à l'échelle nationale et à l'échelle locale aussi, mais que ça ne suffit pas. Ouais. Qu'il faut en fait que ce soit la problématique de tout le monde, les institutions, les particuliers, les associations, les collectivités territoriales. Je pense que je parle sous le contrôle de mes collègues. Oui, justement, c'est pour ça qu'on vous demande plutôt une réponse personnelle, en fait, pas institutionnelle, parce que non, mais c'est aussi complètement personnel, parce que moi, à un titre individuel, ça fait des années que la biodiversité, la protection de la nature, ça fait partie de mes problématiques en tant que citoyen. Donc, c'est vraiment c'est l'affaire de tout le monde, et si tout le monde peut mettre la main à la pâte, et de toute façon, on n'a pas le choix et on a besoin, quoi. Merci. Peut-être Lucie ou Clémentine. Vas-y. Moi, je trouve ça encourageant. J'ai appris plein de choses ce matin. Et en effet, je rejoins ce que tu dis, c'est que c'est super qu'il se passe des choses à l'échelle politique et en même temps, ça ne suffit pas. Mais je pense que du coup, tous les citoyens devraient connaître l'existence de tous ces instituts qui existent et tout ce qui se passe en fait à plus grande échelle. En tout cas, moi, je sais que ça m'apporte et ça me donne envie de creuser, voir vraiment ce qui se passe. Parce que, par exemple, moi, je pourrais me dire, un citoyen, on pourrait se dire, il se passe pas grand-chose en fait. Et en fait, on se rend compte que c'est très récent et qu'il se passe en fait beaucoup de choses, mais qu'on n'en parle pas forcément beaucoup et que la communication n'est pas forcément très large à ce niveau-là. Merci. Moi, je pense que je trouve que la politique nous concerne tous, même si on n'est pas... moi, je suis ingénieure, donc vraiment, la politique, c'est pas du tout mon parcours, mais je me sens impliquée parce que... donc, je ne sais pas si, par exemple, le maire qui a interdit les pesticides dans sa ville, c'est une désobéissance parce que c'est illégal ce qu'il a fait, mais derrière, on est complètement pour, quoi. C'est totalement légitime. Et il y a même une ville, je crois que c'est Grenoble, où tous les citoyens voulaient plus de pistes cyclables, enfin tous, la majorité.
Et c'est pareil, ce qu'ils ont fait, c'est que la nuit, ils ont peint eux-mêmes leur piste cyclable. Et ils ont plus ou moins forcé la mairie de continuer, parce que du coup, ça s'était commencé, donc ils étaient plus ou moins obligés. Et donc, même si on n'a pas une position politique particulière, même si on est un peu perdu, droite, gauche, tout ça, on peut savoir ce qu'on veut et mettre tout en œuvre pour faire changer la politique à notre échelle, en étant tous ensemble, en ayant le même objectif. Merci. Oui. Madame Chen, effectivement, vous avez raison. Nous, à la base, on doit essayer d'influencer d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, nous, les citoyens, d'une manière générale, on doit essayer d'influencer à la fois les industriels, notamment par exemple si on veut éventuellement modifier la production de plastique, faire évoluer les comportements des industriels dans ce sens-là, c'est à nous, citoyens, de pousser à la roue. On doit essayer d'influencer les promoteurs immobiliers pour la végétalisation des cités. Il y a tout un tas de choses que l'on peut faire, nous, à notre niveau, pour que les choses changent, mais effectivement, ça sera changé que par des décideurs industriels ou des décideurs qui gèrent l'administration et les politiques. Donc, bravo pour cette idée, et il faut continuer dans ce sens-là. Oui, donc il existe des jeux pédagogiques. Vous avez du matériel pédagogique alors, un peu avec des illustrations? Alors, pour colocataires, moi j'ai mis en place seulement des flyers et des tutos. Je ne vous ai pas montré les tutos, mais en fait, c'est du coup comment construire une cabane de manière assez simple. J'ai essayé de faire vraiment pour que ce soit très clair et simple. Et après, donc colocataire, non, il n'y a pas de jeu. Par contre, un outil pédagogique, ça pourrait être sympa. Hein. Oui, en fait, dans l'idée, c'est ce que disait Karine tout à l'heure. En fait, moi, j'ai rejoint la ville de Courbevoie, donc une autre casquette, où du coup, je fais partie de la Maison des Jeunes. Et en fait, je suis de cette manière actrice dans la vie des jeunes à Courbevoie. Et du coup, je suis en relation avec notre service civique environnement, avec qui, du coup, on met au point certaines choses. Elle vient d'arriver, donc du coup, c'est tout nouveau. Mais ma responsable, du coup, voulait que colocataire soit mis en place dans les écoles ou peut-être faire des ateliers avec les jeunes. Donc, ça, voilà, c'est possible. Ouais. Parce qu'après, plus on connaît un milieu, en fait, pour tout le monde, là, plus on est à même à le protéger, quoi. Hein. Oui, complètement. Hein, c'est ça. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants. Encore une fois, on peut les applaudir pour ce panel de personnalités. Je trouvais passionnant de la big picture au plus local. Et je crois qu'on a beaucoup de clés maintenant, beaucoup d'informations pour agir et pour chacun à notre niveau renforcer la biodiversité. Donc, merci infiniment. Et puis, je vous encourage bien évidemment de nous suivre aux entretiens Albert Kahn, le laboratoire d'innovation publique du département des Hauts-de-Seine, si vous avez envie de venir réfléchir avec nous à d'autres thématiques. Nous aurons notamment, je pense à ça, le 29 novembre, une rencontre sur l'Europe post-élection, où on débattra justement des conséquences en matière de gouvernance et de leadership. Et puis surtout, dès aujourd'hui, filez au Festival Atmosphère pour vous régaler avec des films et des conférences. Et encore bravo Pascal Signolet, merci pour cette invitation. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous.